Je vous propose de revoir ensemble tous les chapitres de physique de terminale, en détaillant tout ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut être capable de faire, comme des démonstrations par exemple. On démarre avec le chapitre sur la lunette astronomique. Commençons par les définitions qu'il faut connaître. Celle d'un système afocal qui permet de former d'un objet à l'infini une image à l'infini. Ce système permet à l'observateur de ne pas forcer sur les yeux en ayant une image plus grosse que l'objet, ce qui est plutôt pratique. Pour y parvenir, il faut que le foyer image de l'objectif soit confondu avec le foyer objet de l'oculaire. Je vous rappelle que l'objectif de la lunette est une lentille convergente qui est tournée vers l'objet observé. L'oculaire, quant à lui, compose l'autre lentille convergente de la lentille et est tournée vers l'œil de l'observateur. Il faut également connaître dans ce chapitre les formules pour calculer le grossissement de la lunette. Celle exprimée avec les diamètres apparents, θ' et θ, et celle exprimée avec les distances focales de l'objectif et de l'oculaire. Dans ce chapitre, on doit être capable de schématiser correctement la lunette astronomique et de réaliser les tracés des rayons caractéristiques passant à travers la lunette. En gros, on doit connaître la méthode pour faire ce schéma entièrement, savoir positionner les différents angles θ et θ', ainsi que les distances focales de chaque lentille. On doit savoir positionner l'image intermédiaire, car sans elle, c'est compliqué de pouvoir faire la suite, puisqu'à partir du schéma, on doit connaître la démonstration permettant à partir des diamètres apparents de donner l'expression du grossissement en fonction des distances focales. Pour cela, il faut utiliser le schéma et se rappeler ce que vous avez vu en maths. Que pour de petits angles, tangente θ est à peu près égale à θ, ce qui est le cas pour les angles mis en jeu dans la lunette astronomique, et savoir également que tangente d'un angle est égale au côté opposé sur le côté adjacent. On réarrange, puis on simplifie l'équation pour retrouver l'expression du grossissement en fonction des distances focales des deux lentilles. Pour les applications numériques, il faut penser à convertir toutes les grandeurs dans la même unité. Le plus simple est d'utiliser le mètre pour les distances focales, mais souvent on va avoir des tailles en centimètres. Pour rappel, on peut remplacer le préfixe centi par x10 exposant -2. Ou encore en millimètres, cette fois c'est par x10 exposant -3 que l'on peut remplacer le préfixe milli. Voilà, si on arrive à faire tout ça, on est au top pour ce chapitre. Passons maintenant au chapitre sur la diffraction. On parle de diffraction s'il y a modification de la direction de propagation d'une onde lorsqu'elle rencontre un obstacle ou une ouverture de dimension comparable ou inférieure à sa longueur d'onde lambda. C'est ce qui se produit lorsqu'on fait passer la lumière d'un laser à travers une fente. On observe sur un écran une figure de diffraction de ce type. On retrouve ce phénomène, entre autres, dans les domaines de la cristallographie, l'astronomie, la lecture optique ou encore l'acoustique. Il faut savoir que la diffraction ne modifie ni lambda, la longueur d'onde, ni la fréquence de l'onde et qu'elle est caractérisée par θ, l'écart angulaire correspondant à l'angle caractéristique de diffraction. Il faut connaître la formule reliant l'écart angulaire à la longueur d'onde de l'onde et à la taille de l'ouverture notée petit a. Vous verrez, on en a besoin pour la suite. Lorsque la distance grand D entre l'ouverture et l'écran est très grande par rapport à la taille de l'ouverture, on est dans le cas de la diffraction de Fraunhofer. Et la formule est la suivante, avec grand L la largeur de la tache centrale et grand D la distance ouverture-écran. On sera très souvent dans ce cas-là. D'ailleurs, on doit être capable de réaliser et d'annoter le schéma classique de diffraction à travers un trou ou une fente. Il nous faudra aussi savoir comment mesurer correctement la taille de la tache centrale en essayant d'être le plus précis possible. Il nous faudra également savoir faire les démonstrations des formules suivantes. Pour la première, il faut se rappeler que tangente d'un angle est égale au côté opposé sur le côté adjacent et que, pour de petits angles, tangente θ est à peu près égale à θ. En regardant sur le schéma, on voit bien que c'est égal à L sur 2 divisé par grand D, ce qui est égal à L sur 2D. Pour la seconde formule, on combine les deux formules qu'il faut connaître. Et en manipulant l'égalité, on doit être capable d'exprimer grand L, la longueur de la tache centrale, ou la longueur d'onde lambda, en fonction des autres grandeurs. Pour les applications numériques, il faut penser à convertir toutes les grandeurs en mètres, mais souvent, on va avoir des tailles en micromètres. Pour rappel, on peut remplacer le préfixe micro par x10 exposant -6. On risque aussi d'avoir des tailles en millimètres. Cette fois, c'est par x10 exposant -3 que l'on remplacera le préfixe milli. Voilà, si on arrive à faire tout ça, on est au top pour ce chapitre. Passons maintenant au chapitre portant sur les interférences. Vous savez, c'est ce qui peut se produire lorsque deux ondes se superposent en un même point de l'espace et qui fait varier leur amplitude.
Pour que cela arrive, il faut respecter quelques conditions. Pour que deux ondes interfèrent, elles doivent être de même nature, par exemple deux ondes sonores ou deux ondes électromagnétiques. Et elles doivent être cohérentes, c'est-à-dire qu'elles sont issues de deux sources synchrones, donc ayant la même fréquence, et qu'elles aient un déphasage constant. En pratique, les interférences surviennent quand les deux ondes sont émises par la même source. Lorsque deux ondes sont en phase, elles vont donner naissance à des interférences constructives. Lorsqu'elles sont en opposition de phase, elles vont donner naissance à des interférences destructives. On retrouve les interférences dans de nombreux domaines, comme l'interférométrie, qui permet notamment de mesurer la taille de petits objets, ou encore en acoustique, avec entre autres les casques anti-bruit. Dans ce chapitre, on doit être capable de réaliser et d'annoter le schéma classique des interférences à travers deux ouvertures. Il nous faudra connaître la définition de la différence de marche, notée delta, et qui correspond à la différence de trajet des ondes passant par les sources secondaires S1 et S2. Il faudra savoir que si la différence de marche est égale à k fois lambda, la longueur d'onde des ondes, alors on est dans le cas d'interférence constructive. Par contre, si delta est égal à 2k plus 1 fois lambda sur 2, alors on a affaire à des interférences destructives. Enfin, il faut savoir que l'interfrange correspond à la distance minimale entre deux zones consécutives de même intensité lumineuse, soit à la distance entre deux maxima ou deux minima de lumière successifs sur la figure d'interférence. Cette interfrange, notée petit i, se calcule à l'aide de la formule suivante, I égale lambda d sur A. D'ailleurs, on doit être capable de retrouver cette expression de l'interfrange à partir de la formule de la différence de marche, delta, qui est égale à AX sur D. Pour cela, il faut partir des deux premières franges brillantes, d'exprimer leur position, et comme l'interfrange correspond à la différence entre ces deux positions, on retrouve bien l'expression de l'interfrange énoncée plus haut. Bien sûr, il faudra également être capable de mesurer la valeur de l'interfrange, et ce, de manière la plus précise possible. Pour les applications numériques, il faut penser à convertir toutes les grandeurs en mètres, mais souvent on va avoir des tailles en nanomètres. Pour rappel, on peut remplacer le préfixe nano par x10 exposant moins 9. Ou encore en millimètres. Cette fois, c'est par x10 exposant moins 3 que l'on peut remplacer le préfixe milli. Si on arrive à faire tout ça, on est au top pour ce chapitre. On reste sur les ondes en passant à l'effet Doppler. Vous savez, c'est l'effet qui se produit lorsqu'un émetteur d'onde se déplace par rapport à un récepteur. La fréquence de l'onde émise n'est alors plus la même que la fréquence de l'onde reçue. Ce décalage de fréquence est associé au décalage Doppler, noté delta F, qui est égal à la différence de fréquence entre la fréquence de l'onde reçue par le récepteur de celle émise par l'émetteur. Comme toutes les fréquences, elles s'expriment en Hertz. Pour mieux comprendre, prenons le cas d'une ambulance qui avance en émettant une onde sonore et deux récepteurs. Dans le cas A, l'ambulance s'approche du récepteur. Et comme on peut le voir sur le schéma, la longueur d'onde lambda A de l'onde perçue par le récepteur sera plus petite que celle émise par l'émetteur lorsqu'il est au repos, donc quand l'ambulance est immobile. Cela a pour conséquence que la fréquence notée FA de l'onde reçue sera plus grande que celle de l'onde émise par l'émetteur. Dans ce cas, pour le récepteur A, le son paraîtra plus aigu. A l'inverse, dans le cas B, où l'ambulance s'éloigne du récepteur, la longueur d'onde lambda B de l'onde perçue par le récepteur sera cette fois plus grande que celle émise par l'émetteur au repos. Cela a pour conséquence que la fréquence notée FB de l'onde reçue sera plus petite que celle de l'onde émise et dans ce cas, pour le récepteur B, le son émis par l'ambulance paraîtra plus grave. On retrouve l'effet Doppler dans de nombreux domaines d'application, comme pour contrôler la vitesse d'un véhicule, ou encore pour mesurer la vitesse d'écoulement du sang ou celle de l'éloignement des galaxies. Dans ce chapitre, on doit être capable de calculer la fréquence de l'onde perçue due à l'effet Doppler dans le cas où l'émetteur se rapproche et aussi dans le cas où l'émetteur s'éloigne de la source. Je vous rassure, ces formules vous seront données dans les données de l'énoncé. A noter que l'effet Doppler est d'autant plus marqué que la vitesse de l'émetteur est importante. Dans les formules, C correspond à la célérité de l'onde, autrement dit à la vitesse de l'onde. En effet, l'effet Doppler peut apparaître autant pour des ondes sonores que pour des ondes électromagnétiques. À partir de ces formules, on doit être capable d'exprimer et de calculer la vitesse de l'émetteur dans les deux cas. Pour cela, il faut savoir manipuler les formules littérales sur le bout des doigts et se rappeler que l'opération inverse de l'addition est la soustraction, et que pour la multiplication, l'opération inverse, c'est la division. Si vous ne savez pas le faire, je vous mets en lien une petite vidéo pour vous expliquer tout ça.
Enfin, petite astuce, lorsque vous allez faire vos calculs de vitesse, si la vitesse de l'onde est exprimée en mètres par seconde, alors la vitesse de l'émetteur sera aussi exprimée en mètres par seconde. Pas besoin de convertir. Voilà, on vient de tout revoir sur l'effet Doppler en 3 minutes. Passons maintenant au chapitre sur l'intensité sonore qui mesure la manière plus ou moins intense que nous avons à percevoir le son. On la note grand I et s'exprime en watts par mètre carré, et est donc égale à la puissance de l'onde sonore par unité de surface. L'écart entre les intensités sonores seuil et maximale rend peu pratique l'utilisation de cette grandeur. C'est pourquoi on utilise plutôt le niveau d'intensité sonore. Notez grand L, il s'exprime en décibels et est égal à 10 log de I sur I0, avec I0, l'intensité sonore de référence, égale à 1 fois 10 exposant moins 12. Enfin, il faut savoir que la propagation de l'onde peut être atténuée à cause de l'éloignement par rapport à la source ou par la présence d'obstacles. On parle d'atténuation géométrique. Dans le cas de l'éloignement à la source, on la calcule en faisant la différence entre le niveau d'intensité sonore mesuré proche de la source et celui mesuré loin de la source. Pour l'atténuation par absorption, c'est dû à la présence d'obstacles, et elle se mesure en faisant la différence entre le niveau d'intensité sonore incident, c'est-à-dire au moment de l'arrivée de l'onde sur l'obstacle, et le niveau d'intensité sonore transmis, c'est-à-dire une fois l'obstacle passé. Dans ce chapitre, on doit être capable de calculer le niveau d'intensité sonore lorsque l'intensité sonore est multipliée par 2. Attention, ce n'est pas parce que l'intensité sonore est multipliée par 2 que le niveau d'intensité sonore l'est aussi. Il faut savoir faire la démonstration et retenir qu'il suffit d'ajouter 3 décibels au niveau d'intensité sonore de départ. Concrètement, si chacune des sources émet un son dont le niveau d'intensité sonore est de 60 décibels pour chacune d'entre elles, alors le niveau d'intensité sonore total sera de 60 plus 3, soit 63 décibels. On doit également être capable, dans ce chapitre, de calculer l'intensité sonore à partir du niveau d'intensité sonore. Et si possible, savoir refaire cette démonstration. D'ailleurs, pour y parvenir, il va falloir être à l'aise avec le calcul logarithmique. Et se rappeler pour la première démonstration que log de A fois B est égal à log de A plus log de B. Pour la deuxième démonstration, il faut se rappeler que log de 10 exposant A est tout simplement égal à A. Enfin, on doit être capable d'utiliser l'échelle de bruit en décibels pour interpréter une situation. Je vous rassure, elle n'est pas à connaître par cœur et on nous indiquera les différentes valeurs de seuil qu'il sera intéressant de connaître au cours des différents exercices. Voilà, on vient de tout revoir sur l'intensité sonore. Passons maintenant au chapitre sur la lumière et l'effet photoélectrique. Mais tout d'abord, il faut revoir quelques définitions. Commençons par le photon. Il s'agit d'une particule associée aux ondes électromagnétiques dont la lumière visible fait partie. Elle n'a pas de masse, mais elle transporte de l'énergie. Pour calculer son énergie, il suffit d'appliquer la formule suivante, E égale H fois nu, avec l'énergie exprimée en joules, H correspondant à la constante de Planck en joules secondes, et nu correspondant à la fréquence de l'onde électromagnétique exprimée en Hertz. On peut aussi calculer l'énergie du photon avec l'autre formule, H fois C sur lambda, qui fait intervenir la vitesse de la lumière et la longueur d'onde de l'onde électromagnétique correspondante qu'il faudra bien exprimer en mètres pour les calculs. Pour ce qui est des constantes, elles ne sont pas à connaître par cœur, on nous les donnera pour les examens. Dans ce chapitre, il faudra bien évidemment savoir expliquer ce qu'est l'effet photoélectrique. C'est ce qu'il se produit lorsque l'on arrive à arracher des électrons d'un métal sous l'effet d'une radiation lumineuse suffisamment énergétique, autrement dit, avec des photons suffisamment énergétiques. Par conservation de l'énergie, on retrouve l'équation suivante. L'énergie du photon absorbé est égale au travail d'extraction, autrement dit, à l'énergie qu'il faut pour arracher l'électron, plus à l'énergie cinétique de l'électron. En effet, l'électron, une fois arraché, peut avoir une vitesse plus ou moins grande que l'on peut calculer avec la formule de l'énergie cinétique qui, pour rappel, est égale à 1/2 mv². Dans ce chapitre, on doit être capable d'utiliser un diagramme de niveau d'énergie et de savoir que dans le cas de l'émission d'un photon, l'atome passe d'un niveau d'énergie supérieur à un niveau d'énergie inférieur. On peut être capable de calculer l'énergie du photon émis puisqu'elle est égale pile poil à l'écart énergétique entre les deux niveaux d'énergie, que l'on note ΔE et qui est égal à l'énergie du niveau inférieur moins l'énergie du niveau supérieur. Dans le cas de l'absorption d'un photon, l'atome passe d'un niveau d'énergie inférieur à un niveau supérieur.
Et là encore, l'énergie du photon absorbé est égale pile poil à l'écart énergétique entre les deux niveaux d'énergie. Mais cette fois, pour le calcul, il faut faire l'inverse de tout à l'heure et soustraire l'énergie du niveau inférieur à l'énergie du niveau supérieur. On doit également être capable de reproduire une partie du spectre électromagnétique et savoir si une radiation donnée correspond à de l'UV, du visible ou de l'infrarouge. Pour cela, il faut se rappeler que le visible s'étend grosso modo de 400 à 800 nanomètres. Enfin, on doit être capable de calculer le rendement d'une cellule photovoltaïque en faisant le rapport de l'énergie électrique produite par la cellule par l'énergie lumineuse reçue par la cellule. Il est également possible de faire le calcul avec les puissances au lieu des énergies. Le rendement est sans unité et les énergies doivent donc être exprimées dans la même unité. En général, on utilise le joule. Idem pour les puissances avec le watt comme unité. Pour les applications numériques, il faut penser à convertir toutes les énergies en joules. Or, sur les diagrammes d'énergie, on trouve souvent l'électron-volt car c'est plus pratique. Pour faire la conversion, on nous donnera le facteur de conversion. 1 électron-volt égale 1,60 fois 10-19 joules. Si par exemple on veut convertir 3,14 électron-volts en joules, il suffit de faire un produit en croix et le tour est joué. Voilà, on vient de tout revoir sur la lumière et l'effet photoélectrique. Passons maintenant au chapitre sur le circuit RC, comprenant une résistance et un condensateur. Il faut savoir qu'un condensateur est un dipôle électrique constitué de deux plaques conductrices très proches l'une de l'autre et séparées par un isolant. Alimenté par un courant électrique continu, les charges de signes opposés s'accumulent sur les plaques, ce qui crée un effet capacitif permettant de stocker de l'énergie. On note Q, la charge électrique accumulée sur les plaques, ce qui a pour conséquence de créer une tension aux bornes du condensateur, notée UC. Toutes ces grandeurs sont reliées entre elles par des relations mathématiques. L'intensité I est égale à la dérivée de la charge électrique par rapport au temps. La charge électrique portée par l'armature est proportionnelle à la tension aux bornes du condensateur. Et c'est sa capacité notée grand C qui est le coefficient de proportionnalité. En combinant ces deux équations, on obtient la relation suivante, I égale C d de UC sur dt. Pour utiliser toutes ces équations, il faut utiliser les unités du système international. Ces équations vont nous servir lors de l'étude des différents circuits. Le circuit RC lors de la charge est schématisé ainsi. En appliquant la loi des mailles, on obtient que grand E, la tension aux bornes du générateur, est égale à UR, la tension aux bornes de la résistance, plus UC, la tension aux bornes du condensateur. Sachant que la tension aux bornes de la résistance est égale à R fois I d'après la loi d'Ohm. Pour la décharge du condensateur, seule la loi des mailles change et on obtient l'équation suivante dès lors que l'on ferme l'interrupteur. À partir de ces différentes équations, on doit être capable d'établir les équations différentielles dans le cas de la charge du condensateur, mais également dans le cas de sa décharge. Si tu ne sais plus comment faire, je te mets en lien les différentes vidéos pour te rappeler tout ça. Dans les deux équations, on peut remplacer RC par taux, le temps caractéristique. D'ailleurs, on doit être capable de déterminer taux, le temps caractéristique, soit directement en utilisant la formule, et dans ce cas, il faut que la valeur de la résistance soit en ohm et celle de la capacité en farad pour que le temps caractéristique soit exprimé en secondes, soit directement à partir du graphique représentant la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps. Dans le cas de la charge, on obtient le graphique suivant pour un condensateur initialement déchargé. La solution de l'équation différentielle qui sera donnée est la suivante. Et pour un temps t qui est égal à taux, soit à RC, on obtient la solution suivante. Exponentielle de moins 1 étant égale à 0,37, on obtient que la tension aux bornes du condensateur atteint 63% de E à la date t égale taux. On n'a plus qu'à reporter la valeur sur l'axe des ordonnées, et lorsque l'on croise la courbe par lecture graphique, on obtient la valeur de taux au niveau de l'axe des abscisses. Une autre méthode consiste à tracer la tangente à l'origine des temps qui va couper l'asymptote de la courbe à t égale taux. Pour mieux visualiser la valeur de taux, il suffit de regarder à la verticale de ce point. On retrouve bien la même valeur de taux qu'avec la méthode précédente. Dans le cas de la décharge, la courbe est différente, mais les méthodes restent les mêmes. La solution de l'équation différentielle, quant à elle, est la suivante. Et pour t égale taux, soit RC, on obtient l'équation suivante que l'on peut simplifier ainsi pour faire apparaître exponentielle de moins 1 comme précédemment. D'ailleurs, je t'encourage à retenir la valeur si tu veux aller plus vite pour résoudre les équations. Dans le cas de la décharge, pour t égale taux, on obtient que la tension aux bornes du condensateur atteint 0,37 E, autrement dit 37% de E.
on n'a plus qu'à reporter la valeur sur l'axe des ordonnées et lorsque l'on croise la courbe, par lecture graphique, on obtient la valeur de taux au niveau de l'axe des abscisses. La méthode du tracé de la tangente de la courbe à l'instant initial est encore plus simple que pour la charge car elle coupe l'axe des abscisses directement sur la valeur de taux. Les deux méthodes nous donnent une nouvelle fois la même valeur de taux. Pour rappel, on considère que le temps de charge ou de décharge complet du condensateur correspond à 5 taux, comme on peut le voir sur les graphiques. Voilà, on vient de tout revoir sur le circuit RC. On enchaîne avec la partie sur la mécanique et on commence par le chapitre sur les mouvements et la deuxième loi de Newton. Revoyons les grandeurs physiques associées aux mouvements en coordonnées cartésiennes. On commence par le vecteur position, noté OM, de coordonnées x, y, z. Puis, on a le vecteur vitesse qui est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps et qui a pour coordonnées Vx, Vy et Vz. Et enfin, on a le vecteur accélération qui est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Pour passer de la position à la vitesse puis à l'accélération, il suffit de dériver par rapport au temps. Et pour faire l'inverse, il faudra utiliser la primitive. Pour les mouvements circulaires de rayon grand R, on va utiliser le repère de Freinet pour étudier le mouvement du point M. Ce repère est composé d'un vecteur unitaire tangent à la trajectoire, noté grand T, et d'un vecteur unitaire orthogonal à la trajectoire et dirigé vers le centre de courbure, noté grand N. Sachant que le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire, il s'exprime de la manière suivante, seulement selon l'axe T. Le vecteur accélération, quant à lui, est toujours dirigé vers l'intérieur de la courbe, mais il possède deux composantes, l'une tangentielle, qui est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps, et une composante normale, qui est égale à la vitesse au carré divisée par le rayon grand R. On termine ce qu'il faut savoir avec la deuxième loi de Newton qui s'applique dans un référentiel galiléen, c'est-à-dire dans un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié. Cette deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces appliquées à un système de masse grand M est égale au produit de sa masse par son accélération. Cette loi est fondamentale, il faut vraiment la connaître par cœur. Dans ce chapitre, on doit être capable de caractériser le mouvement d'un système dans un référentiel donné. Pour un mouvement rectiligne, selon l'axe X, si le mouvement est uniforme, alors l'accélération est nulle et la vitesse est constante. Pour la position, en fonction du temps, il suffit de calculer la primitive de la vitesse. Si le mouvement est uniformément accéléré, alors l'accélération est constante, ce qui n'est plus le cas de la vitesse que l'on obtient en calculant la primitive de l'accélération. Et pour la position, là encore, il faut calculer la primitive de la vitesse. Pour connaître les valeurs des constantes, il faudra se référer aux conditions initiales du système en mouvement. Vous l'aurez compris, dans ce chapitre, il est primordial de maîtriser le calcul des primitives ainsi que des dérivées. L'autre cas classique de mouvement à maîtriser est celui du mouvement circulaire uniforme. Dans ce cas, on se place dans le repère de Freinet qui est bien plus pratique. Comme on l'a déjà dit, le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire et comme on est dans le cas uniforme, cette vitesse est constante et dépend des conditions initiales. Le vecteur accélération est quant à lui défini sur la normale puisque dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, l'accélération est radiale, centripète, c'est-à-dire orientée vers le centre, et sa norme est constante et égale à la vitesse au carré divisée par le rayon du cercle. Enfin, il faut être capable d'utiliser la deuxième loi de Newton dans le cas où la somme des forces appliquées au système est nulle pour comprendre que sa vitesse est constante, puisque son accélération est forcément nulle. Voilà, on vient de tout revoir sur les mouvements et la deuxième loi de Newton. On enchaîne avec le chapitre sur le mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. On considère que si on se déplace peu à la surface de la Terre, le champ de pesanteur noté vecteur petit g peut être considéré comme uniforme, c'est-à-dire que le vecteur g a le même sens, la même direction et la même norme quelle que soit sa position sur Terre. Si on applique la deuxième loi de Newton à un système soumis qu'à son poids, qui est égal au produit de la masse par le champ de pesanteur, alors on obtient, après simplification, que le vecteur accélération est égal au vecteur champ de pesanteur. Selon l'axe Y, orienté vers le haut, la coordonnée de l'accélération, notée AY, est donc égale à moins g, puisque le champ de pesanteur est orienté vers le bas, comme on peut le voir sur le schéma. Pour connaître la vitesse, il faut calculer la primitive de l'accélération, et on obtient l'expression suivante avec V0, la vitesse initiale. Si on veut connaître la position du système à l'instant t, alors il va falloir calculer la primitive de la vitesse. Et si on considère que le système est immobile au départ, alors on obtient l'expression suivante avec y0 correspondant à la position initiale du système, autrement dit à la hauteur de la pomme au départ de notre exemple.
Toutes ces équations vont nous permettre de calculer une durée, une vitesse ou encore une altitude à un instant t. Dans ce chapitre, on peut également étudier les mouvements en passant par l'aspect énergétique. Tout d'abord, en appliquant la conservation de l'énergie mécanique, qui nous dit que la variation d'énergie mécanique est nulle pour un système soumis qu'à des forces conservatives, ce qui est le cas du poids. Bien sûr, il faudra avoir en tête que l'énergie mécanique est égale à la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Pour les calculs, il faudra utiliser les unités du système international, à savoir le joule pour l'énergie, le kilogramme pour la masse ou encore le mètre par seconde pour la vitesse. On peut également passer par le théorème de l'énergie cinétique pour étudier les mouvements, qui nous dit que la variation d'énergie cinétique d'un système est égale à la somme des travaux des forces appliquées sur ce système. S'il n'est soumis qu'à son poids, on obtient alors l'équation suivante pour un mouvement allant du point A vers le point B. Dans ce chapitre, on doit être capable d'établir les équations du mouvement pour un mouvement parabolique. Comme précédemment pour la chute de la pomme, il faut commencer par la deuxième loi de Newton qui nous donne les coordonnées du vecteur accélération suivante. Bien sûr, ces équations ne sont valables que pour l'exemple schématisé ci-dessous. On fait la primitive de l'accélération pour obtenir les coordonnées du vecteur vitesse, et les conditions initiales et la projection sur les axes x et y nous permettent d'obtenir les valeurs des constantes Vx, soit V0 cos alpha, et celle de Vy qui est égale à V0 sinus alpha. Vous l'aurez compris, dans ce chapitre, il est primordial de maîtriser le calcul des primitives ainsi que de se rappeler des règles de trigonométrie qui vont nous servir lors des projections sur les axes. Enfin, pour obtenir les coordonnées du vecteur position, là encore, il suffit de faire la primitive de la vitesse et de se référer aux conditions initiales pour trouver les valeurs des constantes x0 et y0. Dans notre cas, elles sont nulles si on se réfère à notre schéma. Toutes ces équations vont nous permettre de calculer une distance, un angle de tir ou encore une durée. À partir des équations du mouvement, on doit être capable de retrouver l'équation de la trajectoire parabolique. Pour cela, on exprime t en fonction de x à partir de la coordonnée x de t. Puis on injecte l'expression de t dans la coordonnée y de t, en remplaçant t par son expression. Cette expression de la trajectoire va nous permettre, entre autres, de calculer la portée du tir. Enfin, il faut être capable de calculer l'altitude maximale atteinte par le système, que l'on appelle aussi la flèche, à partir des équations du mouvement. Pour cela, on part de la coordonnée Vy de t, et c'est lorsque cette vitesse verticale est nulle que l'on atteint le sommet. On résout l'équation pour trouver le temps d'arrivée à la flèche, notée t flèche, puis on remplace t flèche dans la coordonnée y de t qui nous donne la position verticale du système à un instant donné. Pour t flèche, on obtient l'équation suivante après simplification. Bien sûr, il ne faut pas apprendre ces formules par cœur, mais il faut savoir les retrouver. Voilà, on vient de tout revoir sur le mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. Passons maintenant au mouvement dans un champ électrique uniforme. Ce champ électrique, noté grand E, peut être obtenu en se plaçant entre deux armatures d'un condensateur plan chargé. Il est orienté de la plaque chargée positivement vers la plaque chargée négativement. Sa valeur est d'autant plus élevée qu'entre les plaques la tension est grande et la distance faible comme on peut le voir dans la formule. Si on applique la deuxième loi de Newton à une particule chargée soumise qu'à la force électrique et qui est égale au produit de sa charge électrique par le champ électrique, alors on obtient que le vecteur accélération est égal au rapport de la charge par la masse de la particule, le tout multiplié par le vecteur champ électrique. Selon l'axe x, orienté vers la droite, la coordonnée de l'accélération notée ax est donc égale à q fois e sur m, puisque le champ électrique est orienté vers la droite, comme on peut le voir sur le schéma. Pour connaître la vitesse, il faut calculer la primitive de l'accélération et on obtient l'expression suivante avec v0 la vitesse initiale. Si on veut connaître la position du système à l'instant t, alors il va falloir calculer la primitive de la vitesse, et si on considère que le système est immobile au départ, alors on obtient l'expression suivante avec x0 correspondant à la position initiale du système, autrement dit à la position de la particule chargée au départ dans notre exemple. Toutes ces équations vont nous permettre de calculer une durée, une vitesse ou encore une distance parcourue à un instant t. Dans ce chapitre, on peut également étudier les mouvements en passant par l'aspect énergétique, le grand classique étant l'étude d'un accélérateur linéaire de particules. On peut le faire en appliquant la conservation de l'énergie mécanique qui nous dit que la variation d'énergie mécanique est nulle pour un système soumis qu'à des forces conservatives, ce qui est le cas de la force électrique.
Bien sûr, il faudra avoir en tête que l'énergie mécanique est égale à la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle électrique, qui est égale à Q fois V, avec V le potentiel en volts. Pour les calculs, il faudra utiliser les unités du système international, à savoir le joule, le kilogramme pour la masse, ou encore le mètre par seconde pour la vitesse et le coulomb pour la charge électrique. On peut également passer par le théorème de l'énergie cinétique pour étudier les mouvements, mais nous verrons cela un peu plus tard. Dans ce chapitre, on doit être capable d'établir les équations du mouvement pour un mouvement parabolique. Cette fois, le mouvement n'est plus linéaire et le condensateur est pris verticalement. La particule est lancée avec une vitesse initiale et va suivre la même trajectoire que celle d'un ballon de foot tiré par un gardien lors d'un dégagement. Comme précédemment pour l'accélération d'une particule, il faut commencer par la deuxième loi de Newton qui nous donne les coordonnées du vecteur accélération suivante. On fait la primitive de l'accélération pour obtenir les coordonnées du vecteur vitesse, et les conditions initiales et la projection sur les axes x et y nous permettent d'obtenir les valeurs des constantes Vx, soit V0 cos alpha, et celle de Vy, qui est V0 sinus alpha. Vous l'aurez compris, dans ce chapitre, il est primordial de maîtriser le calcul des primitives, ainsi que de se rappeler des règles de trigonométrie qui vont nous servir lors des projections sur les axes. Enfin, pour obtenir les coordonnées du vecteur position, là encore, il suffit de faire la primitive de la vitesse et de se référer aux conditions initiales pour trouver les valeurs des constantes x0 et y0. Dans notre cas, elles sont nulles si on se réfère à notre schéma. Toutes ces équations vont nous permettre de calculer une distance, un angle de tir ou encore une durée. À partir des équations du mouvement, on doit être capable de retrouver l'équation de la trajectoire parabolique. Pour cela, on exprime t en fonction de x à partir de la coordonnée x de t. Puis, on injecte l'expression de t dans la coordonnée y de t en remplaçant t par son expression. Cette expression de la trajectoire va nous permettre entre autres de calculer la portée du tir. Enfin, il faut être capable de calculer la vitesse d'une particule en utilisant le théorème de l'énergie cinétique, qui nous dit que la variation d'énergie cinétique d'un système est égale à la somme des travaux des forces appliquées sur ce système. S'il n'est soumis qu'à la force électrique, on obtient alors l'équation suivante. Et si la force électrique est collinéaire et de même sens que le vecteur déplacement, alors le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs est égal à 1. Pour un mouvement de A vers B, distant de D, on obtient l'équation suivante qui, après simplification, nous donne la formule de la vitesse de la particule au point B, à condition que celle-ci avait une vitesse nulle au départ. Bien sûr, mis à part pour le théorème de l'énergie cinétique, il ne faut pas apprendre ces formules par cœur, mais il faut savoir les retrouver. Voilà, on vient de tout revoir sur le mouvement dans un champ électrique uniforme. On enchaîne avec la partie sur les satellites et les lois de Kepler. Ces lois sont au nombre de 3 et elles permettent d'étudier le mouvement d'un corps autour d'un astre attracteur, comme le mouvement des planètes autour du Soleil par exemple. La première loi de Kepler, connue sous le nom de loi des orbites, nous dit que dans le référentiel héliocentrique, pour lequel le Soleil est au centre du référentiel, chaque planète décrit une ellipse dont le Soleil est l'un des foyers. Le point le plus proche du Soleil est appelé le périhélie et le point le plus éloigné, l'aphélie. On note petit a la taille du demi-grand axe de l'ellipse. Cette notation est importante à retenir pour la suite. La deuxième loi de Kepler, plus connue sous le nom de loi des airs, nous dit que le segment reliant le centre du Soleil au centre de la planète balaie des aires égales durant des durées égales. Autrement dit, en se référant au schéma, la surface A1 est égale à la surface A2. On peut alors comprendre que la vitesse de la planète est plus importante au périhélie qu'à l'aphélie, puisque pour une même durée ΔT, la distance parcourue au périhélie est plus importante qu'à l'aphélie. La troisième loi de Kepler, appelée loi des périodes, nous indique que la période de révolution d'une planète au carré divisée par le demi-grand axe au cube de l'ellipse qu'il décrit autour du Soleil est égale à une constante, qui dépend de l'astre attracteur, dans notre cas le Soleil. Mais si on change d'astre attracteur, alors la valeur de la constante change, et c'est souvent cela qu'il va falloir démontrer dans les exercices. D'ailleurs, dans ce chapitre, on doit être capable de caractériser le mouvement des satellites ou des planètes en faisant l'approximation de l'orbite circulaire afin de simplifier le modèle. Pour cela, on se place dans le repère de Fresnel. Les lois de Kepler restent inchangées, si ce n'est que le demi-grand axe noté petit a précédemment correspond au rayon du cercle et que les deux foyers de l'ellipse sont confondus avec le centre du cercle. Le vecteur accélération est défini seulement sur la normale, puisque dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, l'accélération est radiale, centripète,
c'est-à-dire orientée vers le centre, et sa norme est constante et égale à la vitesse au carré divisée par le rayon du cercle. En appliquant la deuxième loi de Newton au satellite en orbite circulaire autour de la Terre, on obtient l'expression suivante, puisque la seule force qui s'exerce sur le satellite est la force gravitationnelle exercée par la Terre, et donc orientée selon le même axe que l'accélération que l'on peut remplacer par son expression vectorielle. La force gravitationnelle étant orientée également vers la Terre, tout comme le vecteur normal, on peut directement remplacer par son expression littérale. Après simplification et transformation de la formule, on peut calculer la vitesse du satellite qui, rappelons-le, est toujours tangentielle à la trajectoire. Tu l'auras compris, dans ce chapitre, il est primordial de savoir manipuler les formules littérales sur le bout des doigts et se rappeler que l'opération inverse du carré est la racine carrée, afin de trouver l'expression de la vitesse du satellite. Si tu ne sais pas le faire, je te mets en lien une petite vidéo pour t'expliquer tout ça. Enfin, il faut être capable de trouver l'expression complète de la troisième loi de Kepler. Pour cela, il faut se rappeler que la période de révolution d'un satellite, ce qui correspond à la durée que met le satellite pour faire le tour du cercle, cette période est égale au périmètre du cercle divisé par la vitesse. Le périmètre d'un cercle étant égal à 2π fois r. En remplaçant la vitesse par l'expression calculée précédemment, on obtient l'expression suivante pour la troisième loi de Kepler après quelques manipulations de formules littérales. Bien sûr, toutes ces formules ne sont pas à connaître par cœur. Il faut savoir les retrouver, même dans le cas où on remplacerait le satellite par une planète. Les démonstrations sont les mêmes, mais il faudrait remplacer la masse de la Terre, qui joue le rôle d'astre attracteur dans notre exemple, par celle du Soleil. Voilà, on vient de tout revoir sur les satellites et les lois de Kepler. Passons maintenant au chapitre sur la dynamique des fluides, qui concerne les liquides et les gaz, en gros, tout ce qui s'écoule. Commençons par la poussée d'Archimède. C'est la force verticale orientée vers le haut que subit tout objet plongé dans un fluide. Elle est due à la différence de pression entre les parties inférieures et supérieures du corps immergé. Pour un corps au repos, la poussée d'Archimède s'oppose au poids du fluide déplacé. On la note π et elle est égale à ρVg, avec ρ la masse volumique du fluide, dans notre exemple il s'agit de l'eau. V pour le volume de l'objet qui est équivalent au volume de fluide déplacé, et enfin petit g pour le champ de pesanteur. Le signe moins vient de G qui est orienté vers le bas, alors que la poussée d'Archimède est orientée, elle, vers le haut. La deuxième notion importante à connaître dans ce chapitre est la conservation du débit volumique. Le débit volumique, noté dV, permet de calculer le volume de fluide déplacé en fonction du temps. Dans une canalisation, le débit volumique est égal au produit de la surface grand S de la section du tube traversé par le fluide avec la valeur petit v de la vitesse du fluide au niveau de la section. Mais ce qui est intéressant avec le débit volumique, c'est que si on considère un fluide incompressible qui s'écoule en régime permanent, c'est-à-dire que sa vitesse en chaque position est indépendante du temps, alors le débit volumique se conserve, ce qui se traduit mathématiquement par l'équation suivante dV égale constante. Concrètement, si la section diminue tandis que le débit volumique reste le même, alors la vitesse d'écoulement du fluide augmente. Autre cas à connaître, si l'écoulement se sépare en plusieurs chemins, alors le débit volumique total est conservé et est égal à la somme des débits volumiques des différents chemins empruntés par l'écoulement. Enfin, il faut connaître la relation de Bernoulli, qui est valable pour un fluide parfait, incompressible et s'écoulant en régime permanent, le tout sans frottement. Cette relation permet de relier en tout point du fluide appartenant à une même ligne de courant la pression, la valeur de la vitesse et la coordonnée verticale de la position, autrement dit la hauteur. C'est justement ce que l'on doit être capable de faire le long d'une ligne de courant. Pour les points A et B, respectivement de hauteur HA et HB, la relation de Bernoulli nous donne l'équation suivante. Comme au point B, la section est plus faible qu'au point A, la vitesse sera donc plus importante d'après le principe de conservation du débit volumique. Mais qu'en est-il de la pression ? Pour répondre à cette question, il faut se référer à l'effet Venturi, qui nous dit que lorsque la section diminue, la vitesse augmente et la pression diminue. Il faut savoir faire la démonstration dans un cas plus simple que précédemment, avec cette fois les points A et B à la même hauteur. L'équation de Bernoulli énoncée précédemment s'en trouve grandement simplifiée. On isole Pb, la pression au point B, puisque c'est cette grandeur qui nous intéresse ici. La conservation du débit volumique va nous permettre de remplacer la vitesse du fluide au point B dans notre équation et qui, après réarrangement, nous donne l'équation suivante. On comprend bien ici que comme la section au point B est plus petite qu'au point A, alors le rapport SA sur SB est plus grand que 1. Et donc c'est toute cette partie de l'équation qui se retrouve négative.
On comprend alors que Pb, qui est égal à Pa plus quelque chose de négatif, revient à avoir Pb forcément plus petit que Pa, et donc l'effet Venturi est bien vérifié mathématiquement. Si la section diminue, la vitesse augmente et la pression diminue. Je suis allé un peu vite sur cette démonstration, mais pour y parvenir, il faut maîtriser sur le bout des doigts les manipulations de formules littérales. Voilà, on vient de tout revoir sur la dynamique des fluides. Passons maintenant à la partie sur la thermodynamique avec le chapitre sur le premier principe de la thermodynamique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons par le modèle des gaz parfaits avec la fameuse formule PV égale nRT. Il faut savoir que ce modèle est limité à des gaz dont les molécules ponctuelles n'interagissent pas et pour lesquels la pression est faible. Pour utiliser la formule, il faudra veiller à convertir toutes les grandeurs physiques dans la bonne unité, celle du système international. Passons maintenant au premier principe de la thermodynamique, qui nous dit que dans le cas où le système n'échange pas de matière avec le milieu extérieur et qu'il se trouve au repos macroscopique, autrement dit on ne le voit pas bouger, alors la variation d'énergie interne, notée ΔU, est égale à la somme des transferts d'énergie pouvant se faire par le travail, noté W, et par transfert thermique, noté Q. Enfin, faisons le lien entre la variation d'énergie interne et la capacité thermique d'un système. Il se trouve que pour un système incompressible, la variation d'énergie interne est proportionnelle à sa variation de température, et c'est la capacité thermique qui est le coefficient de proportionnalité. Comme elle dépend de la nature du corps ainsi que de sa masse, on a souvent tendance à remplacer la capacité thermique grand C par la masse du système fois la capacité thermique massique notée petit c. Dans ce chapitre, on doit être capable de réaliser un bilan énergétique pour un système fermé échangeant de l'énergie avec le milieu extérieur. Il peut se faire sous forme de travail avec transfert d'énergie électrique ou mécanique. Si le système reçoit de l'énergie, alors le travail est positif. Cependant, s'il cède de l'énergie, alors le travail est négatif. Il peut également échanger avec le milieu extérieur de l'énergie sous forme de chaleur. Et comme pour le travail, si le système reçoit de l'énergie, alors Q est positif, c'est le cas si le système est chauffé par l'extérieur, et si le système cède de l'énergie au milieu extérieur, dans ce cas Q est négatif. C'est ce qui se produit lorsque le système refroidit. Maintenant que l'on maîtrise ces conventions, on doit être capable, avec l'application du premier principe de la thermodynamique, de prévoir le sens du transfert thermique en fonction du signe de Q ou de W. D'ailleurs, on doit aussi être capable d'appliquer le premier principe de la thermodynamique dans un cas bien particulier, pour lequel le système de masse petit m est considéré comme incompressible et pour lequel il y a une transformation thermodynamique mais sans travail, qu'avec des échanges de chaleur avec le milieu extérieur. Dans ce cas, il faut comprendre que W égale 0 J. De ce fait, la variation d'énergie interne est égale à Q, qui est égale à M fois C fois ΔT, comme on l'a vu précédemment. Pour ce chapitre, on sera peut-être amené à convertir les températures en Kelvin ou en degrés Celsius, le cas échéant. Cela dépendra des données de l'énoncé. Et même si la formule sera donnée dans ce même énoncé, c'est toujours bon de s'entraîner une ou deux fois avant. Il faudra également maîtriser les manipulations de formules littérales sur le bout des doigts. On vient de tout revoir sur ce premier chapitre de thermodynamique. Passons au deuxième qui traite des transferts thermiques. Il faut savoir qu'il existe 3 modes de transfert thermique qu'il est possible d'observer lorsqu'on fait chauffer de l'eau dans une casserole au-dessus d'un feu par exemple. Le premier transfert thermique que l'on va observer est le rayonnement. L'énergie thermique est transmise par des ondes électromagnétiques. Et dans le cas du feu, il s'agit principalement des ondes du visible et de l'infrarouge. On arrive à observer les mouvements de convection lorsque des petites bulles apparaissent au fond de la casserole. L'énergie thermique est transportée par le déplacement de l'eau. L'eau chaude monte tandis que l'eau froide descend, puis se réchauffe et monte à nouveau et ainsi de suite. Enfin, le dernier mode de transfert thermique que l'on peut observer si jamais le manche de la casserole est en métal, c'est la conduction. L'énergie thermique est transmise de proche en proche due à l'agitation thermique des atomes qui constituent le métal. Dans ce cas, il faut faire très attention, car le manche peut devenir très chaud et on risque de se brûler. Dans ce chapitre, on va utiliser le flux thermique, que l'on appelle aussi la puissance thermique. Il s'agit de l'énergie thermique échangée par unité de temps, et on le note phi. Il s'exprime en watts, tout comme la puissance. On va également utiliser la résistance thermique d'un matériau. Elle sert à caractériser l'opposition d'un milieu au transfert thermique entre deux points. Si la résistance thermique est faible, alors le flux thermique sera élevé. D'ailleurs, les transferts thermiques d'énergie se font toujours spontanément du corps chaud
vers le corps froid. Dernière chose à savoir sur ce chapitre, c'est le bilan radiatif terrestre. C'est tout simple, mais il faut l'avoir vu au moins une fois. La puissance solaire reçue par la Terre et son atmosphère est en partie réfléchie dans l'espace. Si on considère le système Terre-atmosphère, alors cette puissance réfléchie est négative, puisqu'elle est cédée à l'espace qui est le milieu extérieur. Mais ce n'est pas tout. Le sol terrestre émet également de la chaleur. Cette puissance émise est également négative. Si on applique le premier principe de la thermodynamique au système Terre et atmosphère, alors on obtient l'équation suivante. Enfin, il faut savoir que l'albédo, qui est une grandeur sans unité et toujours positive, correspond au rapport entre la puissance réfléchie par le système sur la puissance reçue. Dans notre cas, il s'agit de la puissance solaire. Dans ce chapitre, on doit être capable de réaliser un bilan énergétique pour un système incompressible et dans un cas bien particulier, puisque l'on considère que les échanges d'énergie ne se font que par transfert thermique convectif et la température du milieu extérieur est considérée comme constante. Dans ce cas précis, on va pouvoir utiliser la formule de Newton permettant de modéliser le flux thermique. Je te rassure, cette loi n'est pas à connaître, elle sera donnée dans l'énoncé. Grand H correspond au coefficient d'échange convectif, grand S, la surface d'échange entre le système et le milieu extérieur, et entre parenthèses, on retrouve la différence de température entre la température du milieu extérieur et celle du système. Pour continuer, il faut se rappeler la définition même du flux thermique. Ainsi, en combinant les deux équations, on trouve l'équation suivante pour la chaleur échangée entre le système et le milieu extérieur. On a vu dans le précédent chapitre sur le premier principe de la thermodynamique que pour un système incompressible de masse petit m, ΔU est égal à Q qui est égal à m fois C fois ΔT, la différence de température entre le système et le milieu extérieur. En combinant ces deux équations, on obtient la relation suivante entre la variation de température delta grand T et la variation du temps delta petit t. On réarrange la formule de manière à avoir delta grand T sur delta petit t et on fait passer toutes les parties de l'équation concernant la température du système à gauche de l'équation. De cette manière, si on fait tendre delta petit t vers 0, alors on obtient l'équation différentielle suivante avec taux égal à mc sur hs. La solution de cette équation différentielle qui te sera donnée dans l'énoncé est du type grand T de t égale k exponentielle de moins t sur taux plus b. Il faudra déterminer les constantes k et b d'après les conditions initiales. Ce qui permet d'obtenir l'équation suivante et nous permet de tracer l'évolution de la température du système en fonction du temps. Dans le cas d'un refroidissement, on obtient la courbe suivante. Enfin, dans ce chapitre, pour réaliser un bilan radiatif, il faudra être capable d'utiliser la loi de Stefan-Boltzmann qui nous sera donnée et qui nous dit que la puissance surfacique émise par un corps noir est liée à sa température par la relation suivante, avec sigma, la constante de Stefan-Boltzmann. Comme pour le précédent chapitre de thermodynamique, on sera peut-être amené à convertir les températures en Kelvin ou en degrés Celsius, le cas échéant. Là encore, la formule sera donnée dans l'énoncé. Il faudra également maîtriser la manipulation de formules littérales sur le bout des doigts. Ça y est, on vient de revoir tous les chapitres de physique de terminale. J'espère que ça va vous aider dans vos révisions. N'hésitez pas à retourner sur notre site pour récupérer toutes les fiches de révision. À bientôt et bon courage pour le bac.